Il doit y avoir des milliers de vidéos à Kyoto sur YouTube. Et dans 90% des cas, vous y verrez sans cesse les mêmes lieux. Pavillon d'or, Kiyomizu, Fushimi Inari. Oui, je suis généreux, je laisse une marge de 10% quand même. Alors, c'est normal, ce sont clairement des incontournables qui font de cette ville la plus visitée du Japon. Et même dans cette série de vidéos, on passera par le pavillon d'or à un moment donné. Mais pas aujourd'hui. Non, pour le moment, on va se contenter des alentours de Kyoto. Et quand je dis des alentours, c'est au sens large, parce qu'on va monter jusqu'au lac Biwa et même au-delà. On va presque retourner à Gifu. Presque. Au menu, des temples, des chats, oui, et un peu d'histoire. Bon, un peu, beaucoup en vrai, mais promis, on va rester sobre sur les détails. Allez, en route, le train va partir. Bon, ok, j'ai un peu exagéré, il ne va pas partir tout de suite. Du coup, je vous présente une ligne de train privée que les touristes empruntent peu à Kyoto, la ligne Eizan, ici au départ à la gare de Shichijo, et que je vais parcourir jusqu'à son terminus au nord-est de Kyoto, dans la vallée encaissée de la rivière Takano, à Yase-Yeizanguchi. De là, je poursuivrai mon chemin à pied dans cette vallée jusqu'à un temple dont la plupart d'entre vous n'ont sans doute jamais entendu parler, le Nyan-Nyan-ji. Plutôt étrange comme nom, pas vrai ? En fait, s'il y a parmi vous des abonnés de longue date de ma chaîne principale, Dog Japan, ça vous rappellera peut-être quelque chose. À mes débuts, j'avais commis une petite vidéo à propos de ce temple que je trouvais pour le moins original. Nyan, en japonais, on pourrait le traduire par miaou. Oui, c'est une onomatopée désignant le son que produisent les chats. Souvenez-vous du Nyan Cat pour ceux qui étaient déjà sur internet début des années 2000. Le Nyan-Nyan-ji était au départ un temple dédié aux chats et où ces derniers étaient même considérés comme les moines de l'endroit. Oui, ça fait bizarre, mais allez voir la vidéo dont je parle, vous comprendrez mieux. Aujourd'hui par contre, c'est plus une galerie d'art et pour ainsi dire, une sorte de refuge pour vieux chats qu'autre chose. D'ailleurs, je vais vous faire un aveu, cette visite m'a clairement laissé un goût amer. Car ça n'avait plus grand chose à voir avec le temple que je présentais dans ma vidéo de l'époque. Je m'attendais à voir des félins partout, walou! Des représentations de chats à gogo, oui, ça d'accord, et même des œuvres d'art détournées assez sympas, il faut l'avouer, mais de matou, point. Enfin, si, un seul. Il y en avait paraît-il un autre, mais il s'était caché sous un meuble. Rien à voir avec l'endroit qui paraissait si vivant encore un an auparavant, tel qu'on pouvait le voir sur la chaîne YouTube de l'établissement par exemple. Quelle tristesse, franchement, de voir ce lieu quasi vide au fond de cette vallée lugubre. Oui, parce qu'en plus, c'est pas un endroit où j'aimerais vivre, j'avoue, sincèrement. Je suis reparti de là, le cœur serré, et encore aujourd'hui, en revoyant ces images, ça me fait tout drôle. Pour tenter de faire passer mon amertume, je n'ai rien trouvé de mieux à faire que d'emprunter un téléphérique. Encore, alors que je les ai en horreur. Mais à nouveau, je ne me voyais pas gravir à pied les chemins qui mènent au sommet du mont Hiei. Surtout que question rando, je vais être servi juste après. Persuadé que le temple où je voulais me rendre n'était pas si loin, et puisque pour une fois j'avais un peu de temps, j'ai préféré y aller à pied, par les bois, plutôt que de prendre la navette de bus. Mais quelle idée de génie, Me voilà parti pour plus d'1 heure de marche sur des sentiers parfois caillouteux, avec des chaussures pas vraiment adaptées. Je vous passe bien sûr l'essentiel du trajet, sinon on n'est pas rendu. Au moins, la vue sur les montagnes qui s'étendent au nord de Kyoto est sympa, même si le temps était un peu nuageux. Mais je suis pas venu jusqu'ici seulement pour admirer la vue, vous vous en doutez. Je suis surtout venu pour voir le temple Enryakuji.
un des plus célèbres du Japon, et surtout le temple fondateur de la secte bouddhiste Tendai, une des principales du pays. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais de quoi il parle? Le plus célèbre? Jamais entendu parler. Oui, c'est assez logique, sauf si vous êtes un tant soit peu versé dans la culture et l'histoire du Japon. Et je me doute que ce n'est pas le cas pour une grande partie d'entre vous. Enfin, sachez que pour les Japonais, ce temple est ultra connu. Et les amateurs d'histoire du Japon savent pourquoi, mais je l'ai déjà dit, on n'est pas là pour faire un cours magistral. Encore une fois, je vous renvoie vers ma chaîne principale si vous souhaitez creuser davantage le sujet. D'autant que, du point de vue lieu historique, on n'a pas fini aujourd'hui. Pour repartir, cette fois, plus question de prendre le téléphérique. Surtout que je ne redescends pas par le même versant. Je vais cette fois du côté du lac Biwa, et pour ça, il suffit de prendre le funiculaire. D'ailleurs, petit conseil de travel planner en passant, si vous souhaitez aller visiter le temple Enryakuji sur le mont Hiei, je vous suggère plutôt de passer par ici. C'est plus simple et plus rapide. Mais prévoyez quand même une bonne demi-journée parce que le complexe est vaste et étendu sur une bonne partie de la montagne. D'ailleurs, vu le temps que j'ai perdu à l'aller en passant par les bois, j'ai pas pu tout voir. Et oui, pour celles et ceux qui découvriraient la chaîne avec cet épisode, je suis avant tout Travel Planner Japon, c'est-à-dire que j'organise et planifie des voyages au Japon, entièrement sur mesure, et ce, en partenariat avec un voyagiste qui, lui, s'occupe des réservations. Pensez-y si vous envisagez un futur voyage, mais que vous avez des difficultés à tout organiser, ou simplement pas le temps de vous en occuper. Toutes les infos sont dans la description. Pour conclure cette première journée au nord de Kyoto, j'ai fait un dernier saut rapide à Sakamoto, sur les bords du lac Biwa, ancien fief d'un autre personnage historique assez connu ici, Akechi Mitsuhide. Un personnage plutôt controversé d'ailleurs, traître pour les uns, héros pour les autres. Son cas est assez ambigu, mais on n'est pas ici pour ça, alors le temps d'un petit tour sur les rives du lac, et on reprend le train. La journée s'achève, mais pas cette vidéo, puisque, allez hop, nous voici le lendemain, et de l'autre côté du lac, à Azuchi plus précisément. Vous le devinez peut-être déjà vu l'état de cet escalier de pierre, on est à nouveau dans un lieu chargé d'histoire, où je voulais venir depuis un petit moment déjà. Car cet escalier, qui aujourd'hui grimpe, et croyez-moi pas qu'un peu, au milieu des arbres jusqu'au sommet de cette colline, fut durant quelques années, à la fin du XVIe siècle, l'escalier de la ville fortifiée d'Azuchi, au sommet de laquelle se trouvait le château du même nom. Sans doute un des plus beaux châteaux que le Japon ait connu, en tout cas à cette époque. S'il y en a bien un dont je regrette qu'il n'ait pas été reconstitué, c'est sans nul doute celui-ci. Alors, en vrai, il y a bien une reconstitution quelque part au Japon, et on finira par la voir, mais je réserve ça pour la fin de ce voyage. Alors gardez cette histoire dans un coin de votre tête. Ici, à part ces marches de pierre, il ne reste hélas plus rien aujourd'hui, ni de la ville, ni du château. Ou presque, vous allez voir. D'ailleurs, cet endroit n'a pas tenu bien longtemps. Mais il fut le symbole de la puissance d'un personnage dont on a déjà parlé, et pas plus tard que dans l'épisode précédent, auquel je vous renvoie si vous ne l'avez pas vu, Oda Nobunaga. Vous vous souvenez, la statue en or, le nid d'aigle qui surplombait toute la région ? Si Gifu était en quelque sorte le point de départ de l'ascension de Nobunaga, Azuchi représente l'apogée de cette ascension, le symbole d'un pouvoir immense mais qui ne dura que quelques années. Et celui qui imite un terme n'est autre qu'Akechi Mitsuhide, dont on parlait il y a 2 minutes. Vous voyez, j'ai pas choisi mes visites totalement au hasard non plus.
Alors, j'arrête là pour le mini-cours d'histoire, vu que j'ai promis de ne pas en faire sur cette chaîne, mais je vous laisse tout de même admirer le panorama que ce sacré Nobunaga devait avoir depuis son donjon, hein. Le plus haut qu'on ait jamais fait construire à l'époque en plus. Alors, bon, bien sûr, là, on est plutôt au niveau des fondations. Du coup, il y a qu'à envoyer le drone se promener l'équivalent de quelques 8 étages plus haut pour se rendre compte de ce que ça pouvait donner. Allez, retour sur Terre. Enfin, presque, puisque juste avant de quitter ces lieux, j'ai eu le regard attiré par quelques rapaces qui survolaient l'endroit. Et en fait, c'est pas anodin si j'en parle ici, parce que ça m'a rappelé que tous ces grands chefs de guerre d'autrefois étaient pour beaucoup de grands adeptes de la fauconnerie, le dressage des faucons. Ils chassaient d'ailleurs avec ces oiseaux comme nos chasseurs d'aujourd'hui avec des chiens. Mais il faut maintenant redescendre de la montagne, à pied, et non à cheval, on va voir si vous avez la ref. Mais je vais passer à nouveau par un chemin différent du premier, ce qui va me permettre de croiser quelques éléments reconstitués de l'ancienne cité. Oui, parce qu'il y en a eu, jadis, notamment cette pagode, et également, un peu plus loin, une porte. Un jet de pierre plus loin et on arrive au mont Odani. Enfin, presque. Odani, c'est une autre colline située, située assez loin de la gare en fait. J'avoue que j'avais pas prévu de me retrouver à devoir marcher plusieurs kilomètres au milieu des rizières sous un soleil de plomb pour m'y rendre. Et ce, en plus, pour pas grand chose cette fois, je l'avoue. Mais vous allez voir. Bon, alors, le casque de samouraï au pied de la colline, il fait toujours son petit effet, je l'admets. Mais au contraire d'Azuchi, ici, point d'escalier. Un simple sentier rocailleux pour atteindre le sommet. Un sentier d'ailleurs franchement pas évident si on n'est pas équipé correctement. Le genre avec des graviers qui roulent sous vos pas, avec le risque de vous étaler comme il faut si on n'y prend pas garde. Et d'après ce que j'ai pu voir, quasiment pas trace de ruines en fait. Seulement une nature sauvage qui a depuis belle lurette repris ses droits. Du coup... c'est pas dans mes habitudes, mais là, franchement, non, j'ai lâché l'affaire. Surtout que la marche sous le cagnard pour arriver m'avait déjà bien lessivé, et puis bien sûr, je me suis retapé la même au retour. De toute manière, j'avais ajouté Odani uniquement parce que c'était proche d'Azuchi et de mon hébergement. Mais franchement, y a pas grand chose à dire dessus. Pour la faire très courte, ce fut le théâtre d'une des nombreuses batailles menées et remportées par Nobunaga. Voilà. Mais en parlant de bataille, il y a un autre lieu que je tenais absolument à voir, et là, pour le coup, on est sur du lourd, du très très lourd même.
Et cette fois, j'ai repris le train, direction Sekigahara, une plaine entourée de montagnes où s'est déroulée, en l'an 1600, la plus grande bataille terrestre que le Japon ait connue. Un combat titanesque pour l'époque qui a vu s'affronter des dizaines de milliers de soldats et de samouraïs. L'est du pays contre l'ouest, rien que ça. Si par hasard vous avez vu la série Shogun, dont il a beaucoup été question en 2024, ça vous dira peut-être quelque chose. Enfin, on ne la voit pas dans la série, pour la bonne et simple raison que celle-ci s'arrête juste avant. Et oui, la grande bataille opposant les deux leaders dans la série, c'est celle-ci. C'est un épisode tellement important dans l'histoire du Japon que le site est aujourd'hui jumelé avec ceux de deux autres grandes batailles célèbres. Gettysburg aux États-Unis et Waterloo, tout simplement. Ici, tout rappelle cette bataille, entre les bannières des nombreux clans samouraïs ayant participé au combat, des monuments, des reconstitutions de camps et bien sûr, un musée mémorial à ne pas manquer pour tout amateur d'histoire qui se respecte. Et pourtant, qui pourrait penser, en voyant cette petite ville paisible là, ces maisons, ces rizières, qu'il y a un peu plus de 400 ans, s'est déroulé ici un événement comme celui-là? Bon, là je vous l'accorde, il faut vraiment être un passionné d'histoire japonaise pour venir ici. D'ailleurs, les locaux n'ont tellement pas l'habitude de croiser des étrangers qu'un couple de Japonais m'a carrément demandé si je ne m'étais pas perdu. Véridique. Et quand je leur ai expliqué que non, et la raison de ma présence, ils ont été si impressionnés qu'ils m'ont fait cadeau de pochettes souvenirs ornées de portraits des principaux protagonistes de la bataille et qu'ils venaient d'acheter au musée. C'était ultra stylé et super gentil de leur part, croyez-moi que je me suis confondu en remerciements, mais j'étais trop content quoi. Et c'est aussi ici que s'achève cette vidéo en fait. Alors si vous aussi vous voulez me faire plaisir, laissez un petit like, un commentaire, ou abonnez-vous si c'est pas encore fait. On se retrouve dans 15 jours pour la suite, alors, comme on dit au Japon, matane, à la prochaine.